L'homme a transformé la terre en un enfer pour les animaux. Nord dans l'arbre champ, je veux faire le tour de la terre. Si tout va mal, je porte mes couches, je fais mes affaires. Ce soir je suis seul, je compte tous mes problèmes, ça m'empêche d'en faire. Yeux mouillés, sang sur le sol, c'est donc ça qu'on appelle l'enfer. Ce soir je suis seul, je suis une grâce statique. Sur la prod pendant 4-4 X, c'est céleste, y'a rien de magique. Basse boostée dans le 4 matic. Gros tadic, mais même à 4 on est grâce ta team. Quand je rappe c'est tout fantastique. Sur l'alliance mais les élastiques. Ce soir je suis seul, je suis une grâce statique. Le soir tu fais fantastique, y'a rien de fantastique. Chinal du plastique, gros stick sur stick. T'as sur tâche, tu joues trop mal, je fais pas la passe. Brisé par cette coupe, j'ai plus d'attache. Je suis pas trop mal, gros tu fais tâche. Donc leur savent bien, je te paie en cash. Je ravale mon seum, j'ai trop la rage. Je vais step up, c'est le démarrage. Les disputes gros, j'ai plus l'âge. Je guette le whisky, prend de l'âge. J'ai si le bateau coup, je rentre à nage. Nord dans l'arbre champ, je vais faire le tour de la terre. Si tout va mal, je porte mes couches, je fais mes affaires. Ce soir je suis seul, je compte tous mes problèmes, ça m'empêche d'en faire. Yeux mouillés, sang sur le sol, c'est donc ça qu'on appelle l'enfer. C'est totalement transversal, aussi bien nous on parle d'animaux humains et non humains, donc ça nous arrive aussi de faire des actions notamment pour les SDF au moment des fêtes de Noël. On est très proche aussi de notre association A7 qui fait des maraudes quotidiennes pour les SDF, des maraudes en plus qui sont sans souffrance animale, uniquement végétale. Donc en fait c'est totalement transversal, on est là pour dénoncer les injustices, on va dire, voilà, de manière générale. Donc les injustices, il y en a partout, il n'y en a pas que chez les animaux. Pour nous, c'est chez les animaux qui nous paraît le plus évident, mais quand il y a d'autres manifestants qui militent dans d'autres causes, je suis content qu'ils le fassent parce que j'ai pas le temps de le faire. La base, c'est un peu la même. Hein. Donc pour vous, c'est pas mutuellement exclusif, c'est pas parce qu'on s'occupe des animaux que finalement on n'est pas sensible aussi à ce qui peut se passer du côté de l'humanitaire. Ah, pas du tout, non, s'intéresser aux animaux, c'est une extension de notre considération des humains. C'est juste, on s'intéresse aux humains et on va au-delà, on s'intéresse aussi aux animaux. Alors il se trouve qu'on milite principalement pour les animaux parce qu'il y a une grosse lacune, il y a un très gros retard. En France, on tue 3 millions d'animaux terrestres par jour pour l'alimentation, donc c'est des chiffres qui sont complètement énormes. Les humains, il y a la misère, il y a la souffrance, mais il y a quand même beaucoup moins d'individus tués chaque jour. En tout cas, on ne tue pas les humains pour les manger. Donc c'est pour ça qu'on s'occupe des animaux non humains, mais on est content qu'il y ait d'autres personnes qui s'occupent d'autres causes aussi. Alors, le mouvement animaliste semble également bien s'intégrer à l'altermondialisme, qui est né à la fin des années 90, et aux grands combats intersectionnels. Alors, je pense aux combats antiracistes, féministes, queer, ou encore des combats sociaux contre la pauvreté. Comment expliquer ce phénomène de convergence des luttes dans lequel s'inscrit l'animalisme ? Eh bien, sans doute du fait que toutes ces luttes deviennent de plus en plus connues, de plus en plus efficaces, de plus en plus militantes. Et comme l'animalisme est aussi en train de devenir de plus en plus connu, de plus en plus actif, de plus en plus militant, il fait partie de tout cet ensemble. Le même continuum. Voilà, c'est dans un continuum, en gardant sa spécificité, hein, mais oui, c'est parce que c'est nouveau, voilà, c'est parmi plus les jeunes, c'est nouveau. Par exemple, dans le temps, on voit nos générations précédentes, l'animal était surtout vu pour son utilité. Nos parents et grands-parents, ils avaient beaucoup moins des animaux de compagnie comme les gens ont maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus, l'animal est beaucoup plus vu comme un compagnon, alors qu'à l'époque, la plupart des gens, quand ils avaient un chien, c'était un chien de garde. C'était pas, ou un chien de chasse, c'était pas un chien animal de la compagnie. fonction, le rôle voilà. de l'animal. Oui, il était là pour son utilité. Voilà. Alors que de plus en plus, l'animal est accepté pas pour son utilité, mais juste pour le bonheur de le voir, ou d'être son ami, ou bien juste de le voir. Et ça c'est quelque chose de nouveau.
Mais est-ce que le point commun entre toutes ces luttes, c'est pas aussi le fait qu'il y a une compréhension de ce que ça peut être que l'oppression, la domination? Alors je parlais du racisme qui a quand même conduit à l'esclavage, donc c'est la domination des Blancs sur les Noirs. Pour le combat féministe, évidemment, c'est la domination de l'homme sur la femme. Pour le mouvement queer, c'est le monde hétérosexuel qui domine les minorités sexuelles, ou les combats sociaux de type pauvreté, on a une sorte d'élite qui exercerait en fait une forme de pression et de domination sur les plus pauvres. Est-ce qu'avec les animaux, on n'a pas finalement l'incarnation la plus aboutie de ce que c'est que de ce que ça peut être que le crime par la force? Parce qu'un animal ne peut pas parler. On retrouve ça chez Henri Spira, qui décrivait les animaux comme des sans-voix quelque part, en disant ils sont au bas, non pas de l'échelle du vivant, mais de l'échelle des êtres vivants qui peuvent revendiquer quelque chose. Ils n'ont pas la parole, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et donc, il incombe à l'humain qui les opprime d'aussi, en même temps, les défendre. C'est exactement ça. Et du fait que de plus en plus, les humains prennent conscience de cette question que c'est pas le fort qui doit toujours dominer le faible, et qu'au contraire il doit protéger le plus faible, et il doit donner des droits aux plus faibles, et que ça s'est vu pour les questions racistes, féministes, etc., que vous venez de décrire. Et bien maintenant, l'animalisme s'est inscrit très 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 facilement dans cette suite de combats, pour que le fort arrête d'opprimer le plus faible et que le plus faible ait également des droits. Alors il y a un point qui me saute aux yeux, c'est que l'apartheid, l'Holocauste, l'esclavage, la colonisation, la violence faite aux femmes ont toutes été à un moment donné de l'histoire légales. Exactement. Toutes ces formes de violence ont été légales. Et finalement, est-ce que la légalité, ce n'est pas plus une affaire de pouvoir que de justice? Est-ce qu'on ne mange pas les animaux, on ne les exploite pas, tout simplement parce qu'on peut avoir du pouvoir sur eux, alors qu'il serait injuste? Exactement, donc, parce qu'on voit que petit à petit, toutes les choses qui étaient normales, comme l'esclavage, l'esclavage a existé... a été légal, encouragé... Tout le temps, pendant y compris par la science, d'ailleurs. Pendant des milliers d'années, l'esclavage... Oui, bien sûr, l'esclavage a été complètement... Partout, il y avait l'esclavage. Il y avait l'esclavage chez les Romains, chez les Grecs, il y avait l'esclavage quand l'islam s'est répandu à travers le monde, il y avait l'esclavage, après c'est terminé partout, après le christianisme a pratiqué l'esclavage, tout le monde a pratiqué l'esclavage dans le monde entier. Et c'était normal, même par exemple les tribus africaines entre elles se combattaient les unes les autres, en esclavage, c'était complètement... La même chose avec les femmes, une forme de domination qui quand même a traversé l'histoire. La domination des femmes a été complètement naturelle dans le monde entier à travers les âges, à travers les millénaires, et petit à petit, toutes ces choses sont... L'humanité, dans ce sens, elle progresse, de reconnaître que c'est pas parce qu'un être est plus faible qu'il doit être exploité par le plus fort. Et finalement, heureusement, en Occident, on a commencé à ajouter dans la liste les animaux. Est-ce que vous pensez, comme Carol J. Adams, qui a écrit La politique sexuelle de la viande, que les animaux et les femmes partagent comme point commun d'avoir été considérés et de continuer à être considérés comme des objets de consommation? Oui. Alors j'ai lu son livre, oui, mais à un degré moindre, parce que même les femmes, pendant longtemps, elles étaient en effet considérées comme des objets de consommation, pendant très longtemps, mais à un degré quand même moindre que les animaux, dans le sens où elles n'étaient pas tuées et mangées. Mais c'est exact, c'est toujours, oui, la même chose, qu'il est légal pour le fort d'exploiter le faible. Et petit à petit, on va arriver à ce que non, ce soit plus légal. Et qu'est-ce que vous répondez en fait à celles et ceux qui pourraient vous dire que les causes premières devraient être humanitaires? C'est-à-dire que dans les liens de parenté, on devrait commencer par les plus proches et par nos semblables finalement. Qu'est-ce que vous répondez? Alors je peux répondre que la plupart des gens qui sont investis dans la cause animale le sont aussi pour les humains. Moi j'ai commencé dans le milieu associatif, ça n'avait rien à voir avec les animaux, c'était avec les petits frères des pauvres. On s'occupait c'est une association qui s'occupe des personnes âgées qui sont en précarité sociale, qui n'ont pas de famille, qui sont toutes seules, et donc c'est pour leur donner un petit peu d'interaction humaine et les aider. Et moi j'étais dans le groupe qui s'occupait des personnes qui étaient atteintes de la pathologie d'Alzheimer.
Et donc voilà, ça c'est mon exemple. Il y a plein d'exemples de gens qui sont aussi bien mobilisés pour les humains que pour les animaux. Et il n'y a pas à dire c'est l'un ou l'autre en fait. Les deux ont besoin. Donc à un moment donné, il faut s'investir. C'est bien si on s'investit sur les humains, mais il ne faut pas vouloir dire aux gens qui veulent s'investir pour les animaux d'arrêter, puisqu'en fait on peut faire les deux. Et bien souvent, enfin pas toujours, mais bien souvent des gens qui utilisent cette expression-là, eux-mêmes ne font rien. Donc voilà, qui s'investissent pour les humains, ce sera déjà une bonne chose. Puis après, qu'ils éveillent un petit peu leur conscience pour les animaux et voilà, qu'ils changent leur consommation. Alors, le mouvement antispéciste, c'est donc partiellement construit ou a eu des liens, on a parlé de continuum, des liens avec d'autres revendications. Est-ce que vous pensez que le combat pour la cause animale puisse en retour inspirer d'autres luttes? Au même titre que les combats liés contre l'esclavage, contre le racisme, contre la violence faite aux femmes et leur oppression, est-ce que tous ces combats qui ont pu nourrir un petit peu le combat animaliste, est-ce que vous pensez qu'en retour, le combat animaliste puisse servir à inspirer notre combat? Moi j'ai l'impression que ceux qui étaient tout en bas de l'échelle, c'était les animaux. Donc on est arrivé à eux. Est-ce qu'il y a des êtres qui sont encore plus bas dans l'échelle de la faiblesse et de l'exploitation que les animaux? Je ne crois pas. Donc on est peut-être arrivé à la fin des luttes. Est-ce que vous ne pensez pas que le combat animaliste peut continuer d'inspirer les luttes contre toutes les formes d'oppression et d'exploitation de l'humain par l'humain? C'est-à-dire que par un processus retour, des combats qui étaient menés au sein de l'humanité ont inspiré la cause animale, mais que tout le travail qui est fait par les animalistes peut aussi nourrir d'autres combats, notamment sociaux. Alors je pense par exemple aux sans-dents. Le slogan des victimes des sans-dentaires, c'était sans dents mais pas sans voix. Les animaux sont les sans voix. Mais justement, on s'est inspiré dans cette lutte-là du combat animaliste en réalité. Oui, en disant les sans voix. Voilà. Oui, c'est-à-dire de donner à d'autres causes humaines, mais qui n'ont pas de voix jusqu'à présent, que peut-être justement si on a réussi à donner une voix aux sans-voix que sont les animaux, on peut peut-être donner une voix aussi à d'autres causes humaines qui jusqu'à présent sont toujours sans voix. Et donner des outils aussi en termes de lutte, des mécanismes, des leviers d'action qui seraient issus du militantisme animaliste. Je crois, parce que d'ailleurs je vois que nous, les militants animalistes, on a été les premiers à faire des happenings, des mises en scène pour montrer notre combat. Et bien je vois que maintenant, il y a des luttes pour rien à voir avec les animaux qui se mettent à utiliser des happenings également. Ils viennent de le faire récemment là, devant l'Assemblée nationale. Ils nous ont copiés, parce qu'avant, personne ne faisait ça. C'est nous les premiers à faire toutes ces mises en scène. Si vous ne vous étiez pas engagé pour la cause animale, vous auriez plaidé pour quelle cause autre que la cause animale? Avant ça, je m'intéressais beaucoup à l'écologie, avant la cause animale, donc je dirais cette chose. Alors, on a parlé de toutes ces luttes, mais l'antispécisme, il semble également surfer sur la prise de conscience du dérèglement climatique et de l'extinction de la biodiversité. Est-ce que c'est un effet d'aubaine selon vous, ou est-ce que les liens sont plus profonds? Il y aurait un lien entre l'animalisme et le mouvement écologiste? Ah oui, oui. Le problème, c'est que jusqu'à présent, les écologistes ne voyaient pas le lien. Nous, on le voyait. Moi, je vois qu'il y avait des manifestations ou des choses par rapport des centres d'information, des réunions diverses au sujet de l'écologie. Moi, j'y venais toujours. Avec, par exemple, la marche contre Monsanto à Montpellier, les centres d'information sur la biodiversité à Montpellier. Moi, chaque fois qu'il y avait ça, moi j'arrivais avec mon truc animaliste. Donc c'était naturel dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là, on l'a fait. Par contre, eux ne le faisaient pas dans l'autre sens. Mais à force de notre entrisme, ils nous ont acceptés. Quand je faisais la marche contre Monsanto, mais que moi je faisais par rapport, non pas aux engrais, mais par rapport aux animaux d'élevage et tout ça, qui sont nourris avec toutes ces saletés de toute façon, ils nous ont acceptés. Donc oui, il y a des liens entre les deux, mais on est content, comme je vous disais la dernière fois, que Greenpeace, qui jusqu'à présent ne s'occupait que de la question des animaux en voie d'extinction, mais pour le reste, ils ne s'en occupaient pas, que maintenant, ça y est, ils sont extrêmement actifs, font des brochures, des tracts formidables sur la question animale et la question de la viande.
Alors là, vous me montrez beaucoup d'espèces différentes. Est-ce que l'une d'entre elles, est-ce qu'avec l'une d'entre elles, vous auriez lié peut-être une amitié ou une affection particulière? Ou est-ce que c'est l'ensemble du règne animal qui a vos faveurs? Alors, je pense que là, c'est en lien avec moi. Je pense que je suis meilleure avec les petits animaux qui nous entourent. C'est-à-dire, j'ai du mal avec tous ces animaux, enfin j'ai pas du mal, mais tous ces animaux emblématiques dont tout le monde rêve, l'aigle, machin, je dis, ouais, bon, d'accord, je les admire. Mais c'est vrai que c'est aussi en lien avec ce qui me paraît important, c'est-à-dire rendre sensibles les gens aux animaux qu'ils ont autour d'eux. C'est plutôt les petits animaux. Les petits animaux qui fréquentent les jardins, qui font pas peur. Donc j'ai effectivement meilleure relation par exemple avec les hérissons. Je n'ai pas de mauvaise relation avec les autres, mais je pense que je suis intarissable sur les hérissons par exemple. Les hérissons, les genettes, ça je sais faire. C'est aussi en lien avec ce que je sais faire. Donc là justement, on a les hérissons. Alors il y en a un qui dort en dessous. S'il a du bleu, c'est pour les différencier les uns des autres pour suivre leur évolution. Alors on a un certain nombre de hérissons encore, on en a encore 6. J'en ai relâché, je sais plus, 16, 17 dans les 15 jours qui viennent de passer. Ceux-là, ils attendent que j'ai monté un projet avec une école sur justement les trames vertes et bleues parce que ce sont des animaux qui sont terriblement écrasés. En même temps auxquels les gens maintenant sont sensibles, c'est très bons ambassadeurs de la biodiversité. Tout le monde veut avoir des hérissons dans leur jardin. Un des problèmes, c'est de faire en sorte que les gens ne se les approprient pas, qui à mon avis est difficile en ce moment. Et relâcher des hérissons, tout de suite les gens sont très sensibles, on peut montrer. C'est un animal préhistorique, même plus que préhistorique, et qui est en train de disparaître. Donc il est le fruit de millions d'années d'évolution et sa disparition serait définitivement due aux activités humaines, quoi. Complet, on est très doué pour ça. Moi j'aimerais qu'on revienne sur ces différences et ces liens entre le mouvement écologiste et le mouvement animaliste. En fait, est-ce que l'une des différences, ce n'est pas que l'écologie finalement s'intéresse aux espèces, au même titre que l'agro-industrie parle de volailles ou de bétail, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des identités collectives, qu'on soit écologiste ou qu'on soit un agro-industriel, là où l'animaliste, lui, va s'intéresser, en plus des espèces, aux individus qui composent l'espèce. C'est toute la différence. C'est toute la différence, c'est que ces deux groupes ne voient que, en effet, l'espèce en soi. Il ne faut pas que les espèces disparaissent. Il y a tellement d'espèces, il y a plusieurs millions d'espèces déjà qui ont disparu. Il faut arrêter cette disparition des espèces. Alors que nous, c'est l'individu, c'est la souffrance ou le bonheur de chaque individu, de chacune de ces espèces. Donc c'est la grosse différence. Et vous pensez, Joël Verdier, que les animaux peuvent être des personnes, sont des personnes? Oui. Par exemple, en Inde, ils viennent, il n'y a pas longtemps, de mettre parmi les personnes, les dauphins sont officiellement en Inde des personnes. Ce qui serait... les vaches étaient déjà des personnes et maintenant les dauphins également. Ce qui serait absolument logique si on partait du principe que quand on nomme un chat ou un chien, on lui attribue une identité qui n'est pas celle d'un troupeau. Ouais. On le nomme en guise d'individu. Exactement. Donc pourquoi ce cheminement-là ne serait pas applicable à tous les animaux? Exactement, parce que dans les élevages, ils n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Ils ne sont pas des personnes individuelles, ils sont juste du bétail, comme vous dites, de la volaille. Est-ce qu'on est d'accord pour dire justement que cette notion de bétail, de volaille, c'est un moyen de dissoudre les individualités et de faire en sorte qu'on a plus de facilité peut-être à les maltraiter, puisqu'on n'a pas affaire à des individus, donc pas à des personnes, donc forcément on traite des groupes qui... C'est pour ça qu'on a changé leur nom. On dit volaille, on dit bétail, par exemple on va dire, par exemple le cochon, quand on mange c'est du porc. Hein, c'est du porc, on change leur nom. Aux États-Unis, ils changent encore plus les noms qu'en France. Mais de façon à ce qu'on oublie l'animal. Et ça va même jusqu'au lieu d'élevage, c'est-à-dire que la volaille, c'est le poulailler. Voilà. Et le bétail, en fait, c'est l'écurie, l'étable, etc. Donc on attribue comme ça des noms, des identités collectives dans des lieux qui aussi portent des noms spécifiques.
boyfriend got her. I talked him out of getting a pet monkey for about a year. Ended up getting a pet monkey, and I got the monkey, got rid of the boyfriend. So, Sammy, get your sister. You better get your sister. My friends there called it when Carrie went rogue. It was so... Alors, vous connaissez bien le courant animaliste français à travers votre engagement aux côtés d'une multitude d'associations, on l'a vu au début. En même temps, vous connaissez bien aussi le mouvement animaliste, notamment outre-Atlantique, avec la fameuse association PETA. Y a-t-il, selon vous, des différences entre la défense de la cause animale aux USA et en France? Et si oui, lesquelles? Oui. J'avais déjà dit comment ils vont beaucoup plus aller à essayer de changer les entreprises, que nous, c'était très peu fait en France. On commence un peu, grâce en particulier à L214 qui va faire des enquêtes dans les différents élevages, dans les différents abattoirs. Mais c'était peu fait en France et ça se développe, alors que c'est déjà très développé aux États-Unis. C'est les entreprises, une à une, individuellement, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sur quel que soit le thème, on va s'en prendre à elles et essayer de les convaincre de changer. Une à une. Donc ça, c'est une grosse différence. Par contre, là où nous, on est meilleur qu'eux, en France qu'aux États-Unis, c'est au niveau médiatique. On a beaucoup plus de médiatisation, que ce soit les journaux, les radios, les télévisions, qu'aux États-Unis. On a plus d'impact également au niveau politique. L214 a fait un énorme travail pour arriver à ce que les politiques, au cours des différentes élections, prennent en compte la cause animale. Je vous donne un exemple. Au début, L214 envoyait à chaque élection, envoyait à tous les différents candidats des questions sur que pensez-vous pour la cause animale, des cirques, de la corrida, des élevages, etc. Et au début, aucune réponse, ils s'en fichaient complètement. Après, ils ont commencé à répondre. Et après, il y en a même qui leur demandaient, qui n'avaient pas été contactés par L214 et qui demandaient à L214 on aimerait donner notre avis sur la question, sur la question animale en vue des élections. Donc là, on a beaucoup avancé par rapport aux États-Unis. Une chose où eux, ils sont bien meilleurs que nous, c'est par rapport à la libération des animaux. Ils font beaucoup plus d'actions pour libérer les animaux que nous le faisons en France, ce qu'ils appellent l'ALF, le Front de Libération Animale, qui est très actif aux États-Unis, qui est beaucoup moins. Je pense à chaque fois à l'Armée des 12 singes, le film avec Bruce Willis, où on a toute une équipe qui libère les animaux dans un zoo. Voilà. Il a même été intéressant, d'ailleurs c'était dans vos notes, que les États-Unis ont officiellement dit que les militants de la cause animale, nous étions plus dangereux que Al-Qaïda à l'époque. Ou alors c'était la deuxième menace après le terrorisme islamique, juste après. Moi j'ai même entendu qu'on était plus dangereux qu'eux. Et la raison, c'est parce que nous, on est en train, si au fur et à mesure qu'on progresse, on change le système entier des États-Unis. Oui, ça mine les fondements même. Oui, parce que c'est toutes les entreprises des loisirs, les entreprises des scientifiques, les sciences animales, les entreprises agricoles, il y a tellement d'entreprises auxquelles nous nous attaquons quand on veut défendre la cause animale, qu'en fait on a plus d'impact. Par exemple, on va avoir plus d'impact sur l'industrie de la viande qu'Al-Qaïda. Ils n'ont pas un impact particulier sur l'industrie de la viande. Et l'industrie de la viande, c'est absolument énorme aux États-Unis. Donc on a un impact beaucoup plus fort. C'est encore un point commun avec aussi le combat antiraciste ou le combat féministe. C'est-à-dire que le combat animaliste et ces combats-là, en fait, minent les fondements de la société. Ça implique de retourner quelque chose qui est l'ordre des valeurs. C'est quelque chose qui est énorme, qui est universel, qui est comme là depuis des milliers d'années et qu'on est en train de changer. Donc on a un impact absolument énorme. Et je voulais dire un point par rapport au fait qu'il y a plus
de végétariens et véganes aux États-Unis qu'en France. Il y a 2 raisons. Une des raisons, c'est qu'ils ont commencé depuis 15 ans plus tôt que nous. Donc, naturellement, plus de résultats, ça fait plus longtemps qu'ils le font. Mais aussi, c'est parce que leur alimentation est tellement mauvaise au niveau du goût et au niveau de la santé que beaucoup de gens vont devenir végétariens ou véganes pour des raisons de santé. Parce qu'ils ne veulent pas devenir obèses, ils ne veulent pas devenir diabétiques, ils ne veulent pas avoir toutes les maladies qu'ils attrapent en se nourrissant comme ils se nourrissent. Alors que nous, en France, même quand on n'est pas végétarien, même quand les gens mangent la viande, ils en mangent beaucoup moins qu'aux États-Unis et ils sont en meilleure santé, ils mangent beaucoup plus de fruits et légumes qu'aux États-Unis. Donc le côté santé a moins d'impact en France qu'aux États-Unis. Ce qu'on observe aussi, moi, pour être allé aux États-Unis plusieurs fois, c'est que en France, quand on habite en dehors des grandes villes, on peut arriver à aller dans des marchés, acheter des légumes, etc. On peut arriver à se nourrir d'alimentation végétale assez facilement. Là où aux USA, dès qu'on sort des villes et qu'on habite loin en fait, des restaurants de ville ou des supermarchés de ville, quasiment impossible de trouver des fruits et légumes. On est obligé d'aller se nourrir au fast-food ou dans l'équivalent en fait, des supermarchés, pas des magasins sur les aires d'autoroute en fait. Voilà, exactement. Et du coup, on est contraint d'alimentation extrêmement, de très mauvaise qualité par la force des choses. Voilà, exactement. Moi, j'ai remarqué quand je suis là-bas que les rayons fruits et légumes en France sont énormes. Ceux des États-Unis sont beaucoup plus petits. Chaque fois, ça me choquait de voir que les rayons dans les supermarchés fruits et légumes sont tout petits par rapport à ceux de la France. Donc il y a ça, il y a les prix aussi. Les élevages industriels là-bas sont tellement énormes. Comme nous, on s'est battu contre la ferme de 1000 vaches en France, mais les fermes aux États-Unis, c'est 30 000 vaches, c'est pas 1000, c'est 30 000. Hein. Elles sont complètement collées les unes contre les autres dans la boue. Donc, c'est beaucoup plus... la viande est tellement pas chère, tellement ils ont de l'élevage industriel à des niveaux complètement aberrants, que les fruits et légumes, en fait, sont plus chers. Bien sûr. Donc, les gens pauvres, eh ben, ils vont préférer s'acheter un hamburger à 2 €. En 99 cents, on arrive très bien à se nourrir avec des burgers. Que s'acheter une tomate et un poivron qui vont leur coûter, c'est même 2 €. C'est un gros problème ça. Mais par contre, là où ils ont un avantage, c'est que leur nourriture est tellement la même, c'est toujours la même chose. Hein, c'est toujours, la base, c'est le hamburger, le hot dog, la pizza et le chicken nugget. Hein, voilà, ça c'est la nourriture américaine. C'est KFC, McDonald's, voilà. Pizza Hut et... Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qu'ils apprécient dans le végétarien et le véganisme, c'est la variété, c'est la gastronomie. Parce qu'en fait, pour eux, c'est tout nouveau, toutes ces nourritures. C'est toute une gastronomie qu'ils ne connaissaient pas. Et ça attire les gens aussi. Et c'est pour ça que... Ça me rappelle quand j'ai voulu franchir le pas, je dis, bon, tu vas être végétarien, c'est bien joli, mais qu'est-ce que tu vas manger maintenant? Donc en fait, il y a toute une gamme de nouveaux aliments que je ne connaissais pas avant. Je croyais savoir cuisiner, mais en fait, je ne savais pas cuisiner. Donc il a fallu que je réapprenne à cuisiner. Des nouveaux produits, énormément plus d'épices, des huiles différentes, les légumes, les fruits, les légumineux, les céréales. En fait, quand on pense manger tout, quand on mange de la viande, en fait, on mange 4-5 choses différentes. Et le jour où on s'intéresse à l'alimentation végétarienne, c'est énorme le choix finalement qu'on a et tous les mélanges qu'on peut faire. Je voulais rajouter un point qui est intéressant, on ne le fait pas en France, mais ils le font aux États-Unis, c'est un très très bon point. C'est que, comme je disais, qu'ils vont directement auprès des entreprises pour arriver à les convaincre de changer leur méthode. Ils font aussi beaucoup de travail auprès des célébrités. Ils vont les voir, ils leur téléphonent, ils leur écrivent, enfin ils ont toutes sortes de façons de contacter des célébrités et de leur parler de cette question animale. Et en fait, ils convainquent un grand nombre de célébrités qui après, de par justement leur célébrité, leur notoriété, c'est le mot, ont un impact sur le reste du monde. On ne le fait pas en France, mais c'est un manque. Ce serait bien. On essaye de le faire avec les fondations, mais comme elles sont moins développées que les charities aux USA, il y a moins d'impact forcément. Voilà, c'est ça. Mais c'est très 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 efficace. Le nombre de célébrités aux États-Unis qui parlent, par exemple Joaquin Phoenix, qui est un acteur extrêmement connu. Prêter sa voix à l'excellent documentaire Earthlings. Voilà, il y a tellement de gens extrêmement connus, des sportifs, des écrivains, des philosophes, des politiques, des artistes,
qui ont parlé pour la cause animale, ils ont un gros impact. Et nous, il faudrait qu'on travaille là-dessus. Est-ce que vous avez des mentors, soit femmes, soit hommes, qui vous ont influencé intellectuellement dans ce combat que vous portez? Moi, c'est Paul Watson, c'est une évidence. Et puis, pour L214, une admiration sans borne pour Sébastien Arsac et Brigitte Gauthier, parce que ce sont des personnes qui ont démarré à deux pour lutter contre le foie gras, notamment. À une époque, en 2008, personne ne parlait du foie gras, de la souffrance animale. Ça, c'est mes mentors. Et puis après, vous avez des figures comme Jane Goodall. Et puis j'en ai d'autres, c'est sûr, mais ça ne me vient pas. Ça fait pas mal déjà, ça fait pas mal. Jane aussi, j'adore. Diane Fossé, que j'ai admirée aussi. Ce sont des personnes... ou alors, vous avez des anonymes comme les rangers dans les parcs. En Afrique du Sud, en Afrique, au Congo, etc., qui donnent leur vie pour des animaux. Donc nous, on ne donne pas notre vie pour un animal, mais il y a des personnes qui sont mortes devant un abattoir renversé par un camion. Donc tout est possible. Notamment, je pense à cette militante américaine, là, dont j'ai oublié le nom, mais elle est morte à cause d'un camion qui a fait le forcing. Donc elle était pacifiste. Et dans le sens de votre combat, en fait, est-ce que vous avez des mentors, femmes ou hommes, qui ont influencé un petit peu votre parcours intellectuel ou cette notion d'empathie que vous avez développée finalement vis-à-vis des animaux et des humains? Alors moi, tout à l'heure j'en ai parlé, c'est Joëlle Verdier avec qui j'ai commencé le militantisme. Et vraiment, si je peux dire que j'ai une mentor, c'est elle. Voilà. Après, c'était une figure locale, on va dire, de Montpellier. Ça serait intéressant de vous l'interviewer un jour d'ailleurs. Après, oui, effectivement, j'ai lu des livres Singer, par exemple, La théorie du tube de dentifrice, Florence Burga aussi également. C'est des intellectuels qui permettent d'amener une certaine vision et qui permettent de donner des arguments justement qu'on peut intégrer et qu'on peut ensuite expliquer aux gens, parce que nous ne sommes pas forcément tous des intellectuels, donc c'est important, je pense, de lire pour s'éduquer soi-même et ensuite pouvoir expliquer aux gens. Joëlle Verdier, compatissez-vous au sort des éleveurs qui, tout comme les animaux de rente, font l'objet d'une pression productiviste de la part du système agroalimentaire dominant? Oui, alors justement, ça c'est une question qui a été étudiée dans un livre qui a été créé justement par Yves Bonardel et tout son groupe de Lyon. C'est une petite brochure qui s'appelle « Abolition de la viande », qui explique que deviendraient les éleveurs si justement on abolissait la viande. Eh bien, on s'est rendu compte que beaucoup d'éleveurs, petit à petit, et beaucoup de gens qui travaillent dans les abattoirs, je vais commencer avec ceux qui travaillent dans les abattoirs, aux États-Unis par exemple, ceux qui travaillent dans les abattoirs, la plupart du temps, ce sont des gens sans papier. Et bien, la plupart des gens, ils durent pas plus de 6 mois. C'est tellement horrible comme métier d'être en permanence en train de tuer des animaux, voir du sang partout, entendre les animaux hurler, que les gens très souvent ne durent pas. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le monde n'est pas très heureux dans ce genre. Personne n'est insensible dans ce genre de métier. Exactement. Voilà. Beaucoup de gens qui le font, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autres possibilités. Comme je parlais de cet étudiant qui n'avait pas pu supporter plus de 1 mois, tellement c'était horrible de faire ce genre de métier, qui avait fait ça parce que il avait besoin d'argent, il était coincé, il était étudiant. Donc c'est pas non plus que les tueurs d'abattoirs sont parfaitement heureux dans ce métier. C'est pas tous que ce sont des sadiques qui aiment faire ça. On a eu plusieurs personnes qui travaillent dans des abattoirs, il y en a qui ont des inspecteurs d'abattoirs qui ont écrit des livres, comme Jean-Luc Daube, qui a écrit ce livre « Ces bêtes qu'on abat ». Et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les abattoirs, dans l'élevage industriel, qui ont été interviewés par L214 et qui ont raconté l'horreur de ce que c'était leur travail. Et quand vous dites qu'ils n'ont pas le choix, parce que finalement c'est lié au niveau socio-économique.
Oui, parce que souvent ils n'ont pas le choix pour trouver du travail. Donc de l'argent et donc sauf voilà, des parce que loisirs là il n'y a pas besoin de beaucoup de diplômes et de connaissances pour faire ce genre de travail. Et l'exploitation animale, en fait, c'est aussi une exploitation de l'humain par l'humain. Exactement. Il y avait l'exemple d'une femme, alors elle nous a bien expliqué, elle disait que pour ceux qui continuent à faire ce travail, il y a une sorte d'insensibilité qui se développe. Elle nous expliquait comment elle travaillait donc dans un élevage de cochons, et dans les élevages de cochons, les plus petits, la pauvre truie, elle se retrouve à avoir 15, 18 petits, et les plus petits des bébés ne vont pas survivre, et il faut laisser la place aux plus costauds qui deviendront donc des gros cochons et qui produiront beaucoup de viande. Alors, une partie de son travail, c'était qu'elle devait prendre les plus petits, des petits bébés de la truie, et les fracasser contre le sol pour les tuer. Et elle disait qu'au début, quand elle faisait ça, mais c'était terrible pour elle de faire ça. Elle dit, le truc, c'est qu'après, on devient insensible, on s'habitue, on le fait, on fait plus attention. Et alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui n'arrivent pas à le supporter, qui arrêtent, et il y a ceux qui, forcés par les circonstances, sont obligés de se dissocier pour pouvoir continuer à le faire. Donc ça, c'est une chose. Et il y a aussi beaucoup de ceux qui font un peu l'élevage à l'ancienne et qui, avec justement ce qui se développe de plus en plus avec l'animalisme, commencent à se poser des questions, à plus trop aimer que ces animaux, finalement, ils vont devoir les tuer. Ils se sentent plus en phase avec conviction. Ça commence à tourner dans leur cerveau, et si bien qu'il y en a plusieurs qui arrêtent. On a eu par exemple le cas d'une dame, et ça devient aussi un gros problème, qui avait un élevage de moutons, 700 moutons, et elle n'a plus voulu continuer à faire ses élevages, à tuer ces animaux, et elle a arrêté, mais voilà, elle s'est retrouvée avec 700 moutons. et alors elle appelait à l'aide toutes les associations animalistes pour l'aider à continuer à faire vivre ces 700 moutons, à essayer de les mettre ici et là dans différents refuges, sanctuaires, mais c'est très compliqué. Mais il y a un éveil qui se fait comme ça. On a pas mal de récits qui ont été faits par des anciens éleveurs ou des anciens tueurs d'abattoirs qui nous racontent ce que c'était que leur vie, que leur travail, et qui n'en peuvent plus, qui ne veulent plus le faire, et qui racontent l'horreur de Donc vous croyez à la prise de conscience individuelle qui après se massifie et devient collective au fur et à mesure. Et autrement, quand on nous demande naturellement, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces éleveurs, il n'y a pas de problème, ils peuvent se mettre à faire la culture bio, parce que ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la plupart des produits agricoles, des produits végétaux, bio qu'on mange en France, ils viennent d'autres pays. Ils viennent beaucoup d'Allemagne, ils viennent d'Italie, ils viennent de tas d'autres pays, parce que nous, on n'est pas très développé avec l'agriculture bio. Donc ces gens qui sont maintenant des éleveurs, c'est pas que les pauvres, qu'est-ce qu'ils viendront? Eh ben, leur terre, ils les transformeront en agriculture bio, et ils feront maintenant leur vie, leur travail à travers l'agriculture bio. Et les terres qui ne sont pas cultivables, elles pourraient être transformées en zone naturelle, finalement. En zone naturelle. On manque de zones naturelles, donc simplement ça peut redevenir ce que c'était avant, des zones naturelles. Donc c'est pas que c'est terminé, que vont devenir tous ces pauvres éleveurs si jamais il n'y avait plus d'élevage pour la viande. Donc ce que vous nous dites, c'est que la transition vers une alimentation uniquement végétale peut être porteuse également de promesses et d'embauches et de création de nouveaux emplois, etc. Et aussi le développement de la culture, de nouvelles cultures qu'on n'a pas. Par exemple, vous voyez, en France, quand on pense aux légumineuses, bon, alors il y a les haricots blancs, il y a les haricots rouges, il y a les fèves, il y a les pois chiches, il y a les pois cassés, là, verts, et les lentilles, voilà, plus ou moins c'est ça. En Inde, où ils sont végétariens depuis des milliers d'années, il y a 200 différentes sortes de légumineuses qui sont régulièrement produites, que les gens utilisent régulièrement, qui n'ont pas le même goût, qui sont préparées différemment. Moi qui connais très bien la cuisine indienne, il y a des choses fabuleuses qu'on ne connaît absolument pas ici. Donc
au lieu de faire l'élevage de tous ces pauvres animaux, eh ben, ils peuvent se mettre à cultiver toutes ces différentes légumineuses qui sont si connues en Inde, qui sont complètement inconnues ici, et développer ces cultures, et transformer, qu'au lieu des protéines animales, ce sera les protéines végétales. Parce que pour les gens, voilà, protéines végétales, oui, il y a le soja, hein, il y a le tofu. Désolé, il y a plus que ça, il n'y a pas que le soja et le tofu. Il y en a 200 différentes sortes. Donc, oui, l'animalisme et le passage à une alimentation végétale, c'est pas la fin apocalyptique d'un monde, c'est aussi la promesse d'un autre monde où on trouve d'autres saveurs, où on trouve d'autres intérêts, d'autres emplois et d'autres mécanismes. Exactement. Et cette brochure, l'abolition de la viande, que j'ai dû donner aussi à Edine, vous devriez en faire une photo également, elle explique très bien tout ça, que c'est pensé, c'est réfléchi, c'est pas juste du sentiment, on n'est pas juste des sentimentaux, on est des scientifiques en même temps, on est des cartésiens dans le sens où on est rationnel, on est logique, on voit toutes les différentes possibilités, on voit tout dans son ensemble, c'est pas juste les pauvres animaux d'un côté sentimental, comme souvent c'est ce qu'on dit, vous êtes juste des sentimentaux, désolé, non, c'est pas ça. Alors certains ont pu voir une proximité idéologique entre les thèses antispécistes et les thèses transhumanistes, dans le sens où les animalistes prôneraient le remplacement de la viande animale par des substituts biotechnologiques, comme les cultures de cellules, qui viendraient remplacer la viande donc issue de la chair animale, et la disparition des animaux au profit des machines, ce qui serait un moyen d'arrêter l'exploitation animale. Et ces machines, ces robots pourraient même à terme remplacer les animaux domestiques. On aurait des sortes de petits Tamagotchi qui seraient des versions de chats et de chiens mais robotisés. Est-ce que pour vous, les antispécistes sont les alliés du transhumanisme ou est-ce qu'on mélange tout? C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Bon, déjà, l'utilisation des animaux pour les cultures, c'est déjà remplacé. Ça fait très longtemps qu'on a des tracteurs. C'est pas que tout d'un coup, on va remplacer les animaux traits par des tracteurs. Les animaux qui étaient utilisés pour le transport, ça fait longtemps qu'on a des voitures et que c'est plus les carrioles et les calèches, hein. Donc ça c'est déjà fait depuis longtemps. Et quant au fait de dire on va avoir, au lieu d'avoir des vrais chats et chiens, on va avoir des petits robots chats et chiens, c'est ridicule. S'il y a des gens qui parlent de ça, mais c'est infime. En quoi vous placez votre confiance aujourd'hui? En la politique, en la jeunesse, en quoi? Pour moi, c'est plus une question d'offre et de demande, c'est-à-dire que c'est pour ça que je travaille avec cet asso. C'est-à-dire que pour moi, si il y a uniquement des animaux qui sont vendus, des produits d'animaux qui sont vendus parce que des gens continuent d'en consommer. Évidemment, il va y avoir une nécessité de loi aussi qui s'applique pour la protection animale. Mais si personne ne l'achète, personne ne va pouvoir le vendre. Donc ça commence individuellement. On ne peut pas demander aux autres de faire des choses qu'on ne fait pas déjà soi-même. Donc être contre la violence animale mais continuer d'en manger, c'est absolument pas logique, c'est une dissonance cognitive. Et si on est contre la souffrance, si on veut dire moi je ne veux pas être responsable de ça, ça commence par être végane et ne plus en manger. J'avais une question sur ce terme de bien-être animal qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, ce terme n'est-il pas déplacé, voire hypocrite, lorsqu'il se réfère à des animaux surexploités, voire même promis à l'abattoir ou à la vivisection? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de bien-traitance plutôt que bien-être? Je suis entièrement d'accord, parce que cette histoire de bien-être animal, il est impossible pour un animal de vivre dans le bien-être dans les élevages modernes, on en parlait tout à l'heure, parce que les gens veulent tellement manger de viande qu'il y a obligation pour des quantités pareilles de viande d'avoir des élevages industriels. C'est impossible d'éviter ça. On ne peut pas retourner aux petits élevages familiaux, comme ils disent, à l'époque où les gens mangeaient pratiquement pas de viande, hein. Il y a eu des époques où les gens mangeaient la viande une fois par semaine. Hein. Voire moins. Voire moins, hein. Il y en a même qui peut-être n'en mangeaient jamais. C'est pour ça d'ailleurs que la cuisine italienne, elle a beaucoup les pizzas et toutes ces choses, les pâtes et tout ça. De féculents, il faut les remplacer. Voilà, il y a très peu de viande dans la cuisine traditionnelle italienne.
Qu'est-ce qui me donne confiance? Comme je disais tout à l'heure, les jeunes sont plutôt sensibles à ce genre de choses. Les industries alimentaires aussi s'y mettent, c'est qu'elles ne sont pas là pour les animaux, elles sont là pour faire des sous. Donc si elles se mettent à faire des produits végés, c'est qu'elles sentent que la société est en train d'évoluer. Donc c'est quand même un signal positif qu'on prend. Et en plus ça aide beaucoup de gens qui ne savent pas cuisiner à essayer au moins. Et après si ça leur plaît, ils continuent. S'ils veulent cuisiner, ils continuent. Et puis s'ils veulent faire pousser leur nourriture dans leur jardin, ils peuvent. Alors que faire pousser du bœuf, on ne peut pas, quoi. Alors Joël Verdier, de quoi êtes-vous la plus fière après toutes ces années de combat pour la cause animale? Alors, ce dont je suis très fière, en particulier, c'est le fait qu'on a énormément augmenté le nombre de végétariens et de véganes. Quand j'ai commencé, on était 2% de la population française, et maintenant on est 5% de la population française. Donc je suis très très heureuse de ce résultat, qu'on a plus que doublé la quantité de végétariens et véganes en France, et en plus on a créé un nouveau groupe qui est les flexitariens, qui n'existaient pas avant, et qui maintenant sont des gens qui vont petit à petit, peut-être un peu lentement, mais qui vont petit à petit vers le végétarisme puis le véganisme. Donc ça, j'en suis extrêmement, extrêmement fière. Je suis extrêmement fière aussi du fait qu'on a une visibilité médiatique qui a vraiment énormément augmenté, et qu'on en est venu au point où maintenant on est extrêmement souvent à la télévision, dans les journaux, à la radio. Moi je voyais quand je faisais des manifestations, très 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 souvent, j'avais des articles qui sortaient dans le Midi Libre, dans la Gazette de Montpellier, dans tous les différents journaux des différentes villes où j'organisais des manifestations ou bien des stands d'information. Donc on est médiatisé beaucoup plus qu'avant. L214 a fait un énorme travail là-dessus parce que en faisant toutes ces enquêtes qui ensuite étaient montrées dans les radios, télé, en particulier dans les télévisions, ça a permis de beaucoup rendre les gens conscients de ce qui se passait dans les élevages et dans les abattoirs. Donc ça a fait beaucoup avancer la cause. Donc cette médiatisation est extrêmement importante. Il est arrivé que certains jours, il se passait des fois une semaine où je voyais soit à la télé, soit dans un journal, soit dans une radio, où chaque jour de cette semaine, il y avait eu quelque chose sur la cause animale. Alors ça, c'est absolument énorme. Pour vous, c'était source de satisfaction. Alors ça, c'est une énorme satisfaction. Et il y a beaucoup de journaux maintenant, donc il y a ceux qui ont fait ce qu'on appelle des hors-séries, c'est-à-dire qu'ils vont sortir un journal qui va parler d'un seul thème sur de très nombreuses pages. Certains de ces journaux, c'était entre 90 et 140 pages. Il y a eu le Canard enchaîné, qui l'a fait, tout sur la cause animale. Il y a eu l'Obs qui l'a fait, il y a eu Le Point qui l'a fait, et c'était tout positif, et c'est tout du vrai, c'était pas des mensonges, c'était pas des idioties qui étaient racontées, c'était vraiment la vérité qui était présentée. Donc ça, c'est absolument énorme, jamais on n'avait eu ça. Ensuite, on a eu des journaux qui ont maintenant des journalistes qui sont spécialisés dans la question animale. Il y a Charlie Hebdo, qui a Luce Lapin, qui a toujours sa colonne sur la cause animale à chaque journal qui sort, donc ça c'est un hebdomadaire, donc ça c'est formidable. Il y a l'autre journal qui fait ça, c'est Paris Match, qui également a une journaliste qui est dédiée à la cause animale, et chaque fois que le Paris Match sort, il y a quelque chose sur la cause animale, donc ça c'est formidable. Libération, il a une journaliste qui elle-même est devenue, justement, après nous avoir rencontrés, elle est devenue végétarienne et toute sa famille est devenue végétarienne, son mari, son fils, qui a, dans le journal Libération, elle a eu des articles où c'était de couverture, avec l'article qui pouvait avoir 1 page, 2 pages, 3 pages, et elle a très souvent des articles sur la question animale, dans Libération, qui est un journal énorme, extrêmement connu, donc ça c'est une grande avancée aussi. Il y a les journaux qui font très souvent aussi des pages de couverture. Il y a eu 60 millions de consommateurs, donc ça c'est très gros aussi, c'est très lu. Et il y a eu également, lequel c'était l'autre? Ah oui, Science et Vie, qui a fait aussi une page de couverture. Donc quand on a une page de couverture, c'est important. Donc il y a de plus en plus de médiatisation. Et ça, j'en suis très fière que ce soit grâce à notre militantisme à tous. Et selon vous, quels sont les grands défis restant
à relever. Alors, attendez, il y a encore d'autres choses dans la liste des choses dont je suis Des très fière. satisfactions. Voilà. C'est qu'il y a également, je l'avais expliqué tout à l'heure, la création du parti animaliste. Hein. Ça, c'est grâce. Énorme avancée. C'est une énorme avancée qu'on a le parti animaliste qui peut déjà faire connaître énormément la cause animale dans le milieu politique et qui peut faire promulguer des lois. Donc ça, c'est très très important. Et il y a aussi qu'il y a de plus en plus de livres qui sont écrits sur la question animale. Avant, c'était extrêmement rare. Et après, il y en a de plus en plus en France. Vous en avez montré quelques-uns. Moi, j'en ai énormément que je vous montrerai également. Donc, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, il n'y avait pas ça avant. Donc, c'est énorme que tellement maintenant d'écrivains et de scientifiques, de chercheurs qui se posent la question de la cause animale. Donc ça, c'est très, très, très important. J'en suis très fière. Et je suis très fière aussi du fait que plus on milite dans une ville, plus on a d'avancées dans cette ville. Et que si toutes les villes de France faisaient autant de militantisme qu'on en a fait à Montpellier, eh bien, on aurait une personne du parti animaliste qui serait comme Edine Aristegui, qui est adjoint au maire de Montpellier. On a on a aussi une personne à Paris qui est... Ce que vous voulez dire, c'est que les forces vives locales peuvent aussi changer la donne. Voilà, exactement, c'est énorme. Et j'ai été très fière du fait qu'il y a eu, il y a 2-3 ans, 3-4 ans, je ne me souviens plus, il y a eu des statistiques qui ont été faites pour voir quelles étaient les villes les plus véganes de France. Eh bien, nous, Montpellier, nous étions 4e. Alors, j'étais très fière. Il y avait Paris en premier, il y avait Toulouse, il y avait Lyon et il y avait nous, Montpellier. C'est pas venu tout seul, c'est pas venu par miracle, c'est venu parce qu'on a énormément milité. Moi, j'ai organisé du militantisme au minimum tous les 15 jours, que ce soit à Montpellier ou avec d'autres associations dans les villes environnantes. Donc, plus on y travaille, plus on a d'avancées. Vous diriez quoi aux jeunes qui hésitent peut-être à se lancer dans des formes de militantisme, d'engagement? Voilà, et bien je leur dirais deux choses, c'est que être végétarien et végane, c'est formidable, mais c'est pas suffisant, il faut aussi faire un peu de militantisme, parce que ça avancera beaucoup plus vite en faisant ça que simplement en l'étant soi-même, bien que c'est déjà très bien, mais il faut faire plus. Donc on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure sur ce passage de la sphère privée à l'espace public. Voilà, à l'espace public, et qu'il faut surtout être patient. Il faut savoir qu'une guerre, ça prend très très longtemps pour être gagnée. La guerre pour défendre les animaux, ça prend très très longtemps. Il ne faut pas penser, bon, si dans 2-3 ans on n'a pas gagné, c'est que ça ne marche pas. Non, ça marche, mais ce sont des avancées qui se font petit à petit. Et il faut être patient, et il faut le faire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et qu'est-ce qui vous a touché, vous, au départ, pour vous lancer dans cette aventure qui, quand même, j'imagine, donne un sens à votre vie? Alors, c'est un vrai problème, ça, parce que j'en sais rien. Moi, j'étais élevée dans la banlieue rouge de Paris. Mauvaise réputation, j'ai des copains qui finissaient en tôle. Mais en même temps, je pouvais être dehors. Et je pense que ce qui m'a touchée, c'est le fait que d'être dehors, ça me convient. Après, j'ai accroché sur quelques associations, quelques actions. Et je pense que ce qui me touche aussi, c'est qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de rester les bras croisés à attendre je ne sais quoi d'ailleurs. C'est le fait que, ouais, d'être dehors, c'est bien. D'être dehors et d'agir. Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, il me semble que c'est des choses qui m'importent. Et c'est vrai qu'il y a sans doute à faire beaucoup dans le social, mais je pense que je préfère le sociétal au social. Et puis c'est pas mutuellement exclusif. On peut faire du sociétal et du social. Ouais, je pense que je fais plus de sociétal. Ça m'arrive de faire du social, mais peut-être sans le savoir. Par contre, avec des gamins, je pense par exemple que quand je les fais construire, j'ai des exemples précis, quand je fais construire des gîtes à chauves-souris à des gamins qui sont considérés comme nuls et mauvais à l'école, je me dis, bon, là, je pense que je fais des choses bien. Quand des gamins qui sont extraits de 6 ans, qui ont une réputation vraiment torride, se mettent à prendre la parole, à expliquer et à montrer pourquoi cette pierre il l'aime et comment, et à dire, moi j'aimerais prendre la parole pour montrer aux autres, je me dis, bon, ça va, j'ai pas gagné son cursus scolaire, mais j'ai gagné sa place à cet endroit-là. Merci Catherine. Voilà, vous êtes très positive, alors qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est qu'il faut être patient,
Et il faut être, comment dire, il faut être endurant, c'est-à-dire il faut continuer. Il ne faut pas penser, voilà, certaines personnes pensent, si on n'y arrive pas dans les années qui viennent, on n'y arrivera jamais. Non, ça va prendre notre génération à nous, on a commencé, il va y avoir la génération de nos enfants, peut-être d'autres générations, mais on va y arriver. Et il faut du temps pour changer de mentalité. Il faut du temps. Mais ça se fait, ça se produit. Et de manière plus pragmatique, qu'est-ce que vous penseriez d'instaurer des taxes sur les produits animaux comme il peut en exister sur l'alcool et le tabac? Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. C'est ce que PETA a essayé d'obtenir aux États-Unis. Moi, je suis entièrement d'accord. Il faudrait, parce que justement, comment ça se fait-il que les fruits et légumes se retrouvent à être plus chers que de la viande, parce que les fruits et légumes, ben oui, ils ne peuvent pas les faire pousser dans des élevages industriels. Hein. Et ben, il faudrait que justement, il y ait de l'aide beaucoup plus aux cultures bio, et qu'il y ait des taxes sur la viande qui est mauvaise pour la santé, qui est mauvaise pour l'environnement, qui est mauvaise pour les animaux, qui est mauvaise pour les mentalités. Il devrait y avoir des taxes. La taxe, elle est supportée par le consommateur, mais qu'est-ce que vous pensez de pénaliser les producteurs les moins éthiques? Oui. Aussi? Oui. Je sais que PETA, il travaille beaucoup aux États-Unis, je ne sais pas à quel point on arrive à ça, mais oui, je suis entièrement d'accord. Et pour changer les mentalités, est-ce qu'il ne faut pas aussi veiller à déconstruire ces idées que la viande rend fort, que ce soit une sorte de stigmate de virilité, de manger de la viande rouge, du steak, etc. Ou que les produits laitiers sont nos amis, comme on a pu entendre à une époque. Est-ce que ces slogans, il ne faut pas aussi travailler dessus? Oui, ça c'est un gros problème en effet. Et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus, parmi les gens qui deviennent végétariens et véganes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parmi de personnes qui militent pour la cause animale, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, quel que soit le pays. Parce qu'il y a en effet cette idée de la viande, de la virilité. Alors ce que nous faisons, c'est que nous montrons, chaque fois qu'on en a l'occasion, les photos d'un très grand nombre de sportifs qui sont végétariens ou véganes. Les gens ne le savent pas, mais il y en a de plus en plus. Donc chaque fois qu'on a l'occasion de savoir qu'un tel ou un tel, tout de suite, on le diffuse pour leur montrer qu'on peut être en effet très viril, on peut être très fort, plein de muscles, et très compétitif, et tout en étant végétarien ou végane. Et d'ailleurs, on voit que vous n'êtes pas tout seul dans vos actions. Il y a une force des collectifs, du collectif et des collectifs qui sont soudés, qui ont l'air d'interagir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une transversalité qui s'est mise en place, il y a une sorte de prise de conscience un peu globale qui traverserait les différentes associations? Oui, on le voit, il y a quand même un certain soutien entre associations. Les bénévoles des uns participent aux actions des autres. Et c'est pareil pour les membres du parti. Aujourd'hui, au Parti animaliste, on avait des membres qui étaient là pour manifester, puisque la plupart étaient à la base militants. Moi, avant de faire de la politique, j'avais aucun rapport avec la politique. Donc oui, on se soutient et c'est important. Et on le voit, petit à petit, il y a de plus en plus d'associations. Là, on avait même des associations qui n'étaient pas animalistes, qui sont venues, qui se sont intéressées et qui, peut-être un jour, vont venir militer avec nous. Donc oui, effectivement, il y a un soutien, c'est important. Au niveau politique, c'est important aussi le nombre de personnes de tel ou tel groupe, parce que les politiques vont prendre naturellement plus en considération des gens qui peuvent devenir leurs électeurs en fonction de leur nombre. Donc jusqu'à présent, la plupart des politiques, vous s'intéressez beaucoup à ce que pensaient les chasseurs. Parce qu'ils sont le lobby de la chasse. Voilà, le lobby de la chasse, ils sont extrêmement nombreux. Donc on voulait faire plaisir aux chasseurs parce qu'on voulait que les chasseurs votent pour... les politiques voulaient qu'ils votent pour eux. Eh bien, ils se sont rendus compte, certains d'entre eux, à un moment donné, que finalement, maintenant, les végétariens et les véganes en France étaient plus nombreux que les chasseurs. Donc ils se sont mis à s'intéresser, il faudrait peut-être aussi avoir, comme parmi nos électeurs, les végétariens et les véganes. Donc ils se sont mis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a fait aux élections de 2017, il a beaucoup parlé de la question animale. Il était d'ailleurs, c'était formidable, il en parlait très bien quand il faisait ces grandes réunions là, pendant les élections. Et il était applaudi, c'était formidable, hein. Les gens applaudissaient à ce qu'il disait, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'on commençait à avoir beaucoup de gens qui votaient parmi les végétariens et les véganes. Donc le nombre, ça compte énormément. Donc plus on sera nombreux à être visiblement
végétariens et véganes, plus les politiques nous prendront en considération, et plus ils nous prendront en considération, plus ils changeront les lois. Donc c'est un cercle vertueux qui s'instaure. À Joël Verdier, pour terminer, quel est votre souhait le plus cher pour les années à venir? Eh bien qu'on arrive à faire changer les lois. Donc c'est au plan législatif. Voilà, parce que c'est à partir du moment où on arrivera à faire changer les lois, eh bien automatiquement ça fera énormément de souffrance animale en moins, alors que quand on va personne par personne par personne, c'est beaucoup plus lent. Mais d'un autre côté, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser je suis une personne parmi des milliards, qu'est-ce que ça va faire comme changement? Ça, c'est une grosse erreur de beaucoup de gens qui pensent comme ça. On retourne en écologie aussi. À quoi ça sert que je roule en vélo? De toute façon, voilà, de toute façon, il y en a tellement d'autres, puis de toute façon, on va continuer avec la voiture. Et ils ne se rendent pas compte que c'est une grosse erreur, c'est que on arrive à cette masse critique. C'est que plus il va y en avoir, et bien plus à un moment donné, ça va basculer dans l'autre sens, sans attendre qu'on soit 100% de végétariens et véganes en France. Ça basculera en France ou dans le monde. Ça basculera dans l'autre sens. Donc chaque personne en plus, ça compte. Donc le passage de la sphère privée à l'espace public, c'est aussi le passage du je au nous. Voilà, exactement. Et avoir cet esprit militant qui est un bonheur extraordinaire. Hein. Quand on voit qu'on a réussi à convaincre des gens, qu'on a réussi à faire changer les choses, quand on voit qu'on a pu changer des lois, quand on voit qu'il y a maintenant des politiques qui en parlent, alors qu'avant personne ne s'en occupait, ça apporte un immense bonheur. Est-ce que vous diriez que ça a été l'un des plus grands bonheurs de votre vie? Oui, absolument. Absolument. Merci Joël Verdier. Bon, on va se lire nos citations. C'est chouette. Je fais mes affaires. Ce soir je suis seul, je compte tous mes problèmes, ça m'empêche d'en faire. Yeux mouillés, sang sur le sol, c'est donc ça qu'on appelle l'enfer. Ouais frérot, j'espère que tu vas bien. Je tenais juste à te dire que tu t'améliores vraiment au niveau de ta musique, ça s'entend vraiment. J'espère que tu vas aller loin, on est tous derrière toi. Tu mérites cette gloire et moi je te dis à dans 3 ans pour l'Olympia mon frère. Passe une bonne soirée.